Chunk 1, c'était des icônes de l'âge d'or du cinéma. Des stars avec du charme, du mystère et un attrait inégalé. Mais derrière les lumières et le glamour, certains d'entre eux nourrissaient des secrets qui ne se retrouveraient jamais sur grand écran. Pas des scandales ou des crimes, mais des désirs privés si étranges, si spécifiques, qu'ils pourraient complètement changer la façon dont vous voyez ces noms légendaires. Et si les personnalités qu'ils montraient au monde cachaient des obsessions profondément personnelles que personne n'avait jamais soupçonnées? Restez à l'écoute, car ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait changer votre façon de voir ces stars à jamais. Sur le papier, Howard Hughes était l'incarnation de la réussite. Milliardaire, producteur de films, génie de l'aviation, son héritage semblait inarrêtable. Mais derrière que ses costumes élégants et ses contrats hollywoodiens, se cachait un homme prisonnier de l'obsession. La peur des microbes de Hughes n'était pas une phobie ordinaire. Elle le consumait. Il s'isolait pendant des mois, utilisant des mouchoirs pour toucher même les objets les plus élémentaires. Il étiquetait tout dans sa maison fonction de son niveau de contamination. Serviettes, fourchettes, poignées de porte, chacun venait avec des instructions d'utilisation manuscrites. Il obligeait ses partenaires romantiques à se couper les ongles à des longueurs exactes. Certaines devaient même se frotter la peau jusqu'à vif avant d'entrer dans son espace. Pour les étrangers, cela ressemblait à un comportement obsessionnel compulsif classique, mais plusieurs associés proches ont ensuite fait allusion à quelque chose de plus. Hughes ne semblait pas seulement effrayé, mais étrangement fasciné. Les rituels d'hygiène sont devenus des performances élaborées. Certains ont spéculé que ces routines lui procuraient une sorte de contrôle, voire de plaisir. Dans des notes privées découvertes après sa mort, Hughes décrivait la propreté dans un langage étrangement intime. Une entrée de journal qualifiait les mains fraîchement lavées d'une femme de parfaitement érotique. Son obsession a déteint sur la façon dont il traitait les autres, ordonnant à son personnel de suivre des protocoles d'hygiène bizarres, non par peur, mais par désir. Et peut-être plus bizarre encore, certaines foreign femmes se sont senties attirées par son contrôle. Elles ont joué le jeu des rituels sans se rendre compte qu'elles faisaient mince partie de quelque chose de plus que de la simple peur. Un monde caché de pouvoir, de soumission et de fétichisme que personne à l'époque n'osait nommer. Mais Hughes n'était que le début. La prochaine star gardait un secret qui était visible dans chaque sensibilium si vous saviez où regarder. Ava Gardner était la définition de la séduction à l'écran. Sensuelle, confiante et intouchable, elle traversait Hollywood comme une flamme, belle, dangereuse et jamais immobile. Chunk 2, mais son secret le mieux gardé ne résidait ni dans sa performance, ni dans ses amants, ni dans ses scandales. Il était écrit sur son corps. Ava Gardner avait des tatouages cachés, intimes et soigneusement placés là où seuls ses partenaires les plus proches pouvaient les voir. À une époque où les tatouages étaient rares pour les femmes et pratiquement tabous pour les actrices, Ava les collectionnait discrètement. Chacun avait une signification. Certains étaient des symboles de confiance. D'autres étaient liés à des étapes personnelles et tous étaient stratégiquement dissimulés sous les costumes, les robes et l'élégance que les caméras adoraient. Rares sont ceux qui l'ont jamais su. Elle n'a jamais parlé dans des interviews. Ils n'ont jamais été photographiés, mais des murmures ont filtré à travers d'anciens amants et biographes. Description de petits tatouages délicats sur l'intérieur de sa cuisse, le long de ses côtes et près de sa hanche. Rien de bruyant, rien de flamboyant, juste des secrets imprimés à l'encre. Un ancien confident a décrit un moment où Ava a tracé une ligne d'écriture sur sa taille et a murmuré « Celui-là, c'est pour quand j'ai cessé d'avoir peur ». Une autre source a affirmé qu'elle avait une petite encre gravée près de son bassin, un symbole de stabilité pendant des années de chaos. Les tatouages n'étaient pas pour la rébellion, ils étaient pour le contrôle. Pour Ava, ils étaient des marqueurs d'identité dans une industrie qui exigeait qu'elle soit tout sauf elle-même. L'encre était privée, intacte, réelle et peut-être le plus révélateur de tous. Elle ne les révélait que lorsque la confiance était absolue. Pas seulement aux amants, mais à ceux qu'elle pensait ne jamais utiliser ses connaissances contre elle.
C'était une forme de vulnérabilité sélective rendue érotique par le secret. Lorsqu'un ami lui a demandé pourquoi elle les avait faits, Ava aurait répondu « Parce que personne ne peut diriger ce que vous cachez ». C'était son ultime jeu de pouvoir, permanent, silencieux et profondément personnel. Dans l'éclat doré du vieil Hollywood, la perfection était une performance. Mais sous les costumes sur mesure et les robes impeccables vivaient des obsessions qu'aucune caméra n'a jamais capturées. Ce n'était pas que des bizarreries, c'était des confessions cousues dans du tissu, cachées dans des tiroirs, ancrées sur la peau, attendant d'être découvertes par ceux qui osaient regarder de plus près. Pour le monde, Cary Grant était l'élégance sous forme humaine, d'une élégance naturelle, d'un charme infini. Mais derrière cette façade soignée se cachait une fixation privée que peu de gens soupçonnaient. Une obsession tranquille mais persistante pour les pieds des femmes. Pendant le tournage de La péniche du bonheur 1958, l'attention particulière de Grant pour les chaussures de sa costard Sophia Loren a attiré l'attention. Chunk 3. Il a demandé des gros plans inhabituels, refaisant souvent des scènes juste pour mieux cadrer ses chaussures. Au début, cela ressemblait à l'œil d'un réalisateur pour le détail. Puis c'est devenu autre chose. Grant aurait gardé des catalogues de chaussures sur le plateau, non pas pour une consultation de garde-robe, mais pour un intérêt personnel. Entre les prises, il les feuilletait, encerclant parfois certains styles ou commentant des formes particulières. Les membres de l'équipe ont dit qu'ils demandaient, à moitié plaisantant, si certaines paires pouvaient être trouvées pour Sophia. Sa correspondance privée laisse entrevoir quelque chose de plus profond. Les lettres contiennent des phrases poétiques comme poétique dans sa démarche et divinement arquée, non pas sur la performance, mais sur l'anatomie. Il décrivait les chevilles et les coups de pied avec le genre d'admiration que la plupart réservaient aux yeux ou aux lèvres. Des années plus tard, ces films révèlent une étrange tendance, des plans récurrents des pieds de femmes, parfois sans aucun rapport avec l'intrigue. Peut-être une coïncidence ou peut-être la signature subtile de Grant se cachant à la vue de tous. Mais l'obsession de l'acteur suivant était encore plus étrange et elle a façonné la façon dont il voyait les visages des gens pour toujours. Marlon Brando était le génie imprévisible du cinéma. Brut, émotionnel et infiniment regardable, mais peu savaient que l'une de ses fixations les plus personnelles n'avait rien à voir avec la performance. Brando avait une profonde obsession privée pour les narines, pas tout le visage, pas la voix, juste les narines. Ses journaux découverts après sa mort les décrivent dans un langage presque romantique. Un passage qualifie les narines d'une femme de porte vulnérable vers l'émotion. Un autre les relie à la respiration, à la vie et même à la séduction. Ce n'était pas une métaphore, c'était du désir. Des amis proches l'ont également remarqué. Brando complimentait quelqu'un sur sa façon de respirer ou sur la façon dont ses narines se laissaient vaser. Lors de moments intimes, un ancien partenaire se souvient, il touchait doucement son nez et la regardait expirer. Sur le plateau, il demandait parfois des angles de caméra qui mettaient de valeur le visage par-dessous, soulignant les narines d'une manière que peu d'autres trouvaient naturelle. Les réalisateurs pensaient que c'était un choix artistique, mais avec le temps, la tendance est devenue trop spécifique pour être ignorée. Le biographe Peter Manso a noté que les décisions de casting de Brando étaient parfois basées sur des traits de visage subtils, particuliers, les nez. Bien que cela semble étrange pour Brando, c'était un instinct et la compulsion de l'acteur suivant était tout aussi étrange. Seulement cette fois, elle vivait à l'intérieur d'un placard, grandissant tranquillement à chaque scène. Peter Lorre n'a jamais été le premier rôle. Il était le murmure sinistre, les yeux hantés, le rire nerveux. Chunk 4. Qu'il joue un tueur ou un acolyte machiavélique, il a laissé une marque qui a survécu à son temps d'écran. Mais hors caméra, l'homme derrière ses voix tremblantes avait un passe-temps secret que même ses amis les plus proches avaient du mal à expliquer. Il collectionnait des vêtements pour femmes, pas simplement des souvenirs des départements de garde-robe, pas des souvenirs de films. Laure gardait des vêtements spécifiques, de la lingerie portée, des jupons, des chemisiers, des corsets d'actrices qu'il admirait ou avec lesquels il travaillait, mais pas pour la gloire, le souvenir ou même la malice. Il qualifiait les pièces de érotiquement théâtrales.
Cette expression, à la fois poétique et glaçante, n'était pas un lapsus unique. Selon son ex-femme, Celia Lovsky, Laure décrivait la sensation du tissu de costume comme étant liée à la performance, à l'énergie et au désir. Dans ses mémoires, elle affirmait que son placard de chambre ressemblait moins à une garde-robe qu'à une voûte de costumes. Des rangées de vêtements pour femmes suspendues soigneusement, parfois étiquetées avec des numéros de scène ou des noms de personnages. Laure ne lui a pas caché cela. Fait, il parlait ouvertement. Il croyait que les vêtements portaient des résidus émotionnels, comme si la performance elle-même persistait dans le tissu. Pour lui, toucher un chemisier soit d'une scène dramatique, c'était comme revivre la tension, l'excitation, la fantaisie. Sa maison contenait plusieurs tiroirs verrouillés. À l'intérieur se trouvaient des gants, des bas et même des sous-vêtements étiquetés de sa propre écriture soignée. Un ensemble particulier du film Mad Love était conservé sous verre, exposé non pas comme des vêtements, mais comme des reliques, diront pour les visiteurs. C'était déroutant. Pour Laure, c'était sacré. Ce qui rendait cette obsession encore plus troublante, c'était la façon dont elle contrastait avec sa personnalité publique. Le type bégayant et effrayant à l'écran était privé un homme à la recherche de quelque chose de délicat, d'intime, mais d'intouchable. Il n'a jamais franchi les limites. Il n'a pas volé ou harcelé, mais il a collectionné méticuleusement et compulsivement comme s'il construisait un sanctuaire à la féminité et à la fantaisie. Quand on lui a demandé un jour quel était son rôle préféré, il a répondu « J'aime les scènes où l'on porte l'émotion comme un manteau, quelque chose qui reste sur le tissu ». Et pourtant, la prochaine star de notre liste a transformé la collection quelque chose d'encore plus personnel, jusqu'aux vêtements portés par ses amants. Tallulah Bankhead ne s'est jamais souciée des règles. Elle était bruyante, provocatrice et impossible à ignorer. Que ce soit à Broadway ou au cinéma, elle s'assurait que chaque entrée comptait. Mais ce qu'elle gardait caché derrière des portes closes n'était pas sa voix, c'était sa collection. Une collection si intime et spécifique qu'elle a surpris même son personnel le plus proche. Elle gardait les sous-vêtements de ses amants et pas seulement quelques pièces oubliées. Chunk 5. Bankhead les avait collectionnés délibérément. Après des rencontres romantiques, elle gardait souvent les sous-vêtements que ses partenaires laissaient derrière eux ou dans certains cas, elle les demandait carrément. Chaque paire était étiquetée, datée et rangée dans un tiroir qu'une femme de ménage a décrit un jour comme un musée de la malice. Ce tiroir a été découvert par accident. Une femme de chambre qui rangeait la chambre a trouvé plus de 100 paires, chacune étiquetée avec le nom de l'homme ou de la femme qui les portait. Certaines étiquettes étaient enjouées, d'autres profondément personnelles, mais toutes formaient une sorte de journal que Tallulah n'a jamais écrit avec des mots. Ce n'était pas une honte privée. Bankhead parlait ouvertement, mais le tiroir à sous-vêtements est resté un rituel privé pour elle. Ce n'était pas une chasse aux trophées. C'était une conservation de la mémoire, une intimité cataloguée, sa façon de s'approprier l'expérience longtemps après qu'elle ait pris fin. Des amis ont décrit comment elle ouvrait occasionnellement le tiroir pendant les fêtes, non pas pour se montrer, mais pour rire, pour se souvenir. Celui-là, a-t-elle dit un jour pointant une paire de soie, chantait l'opéra et pleurait quand il partait. Une autre fois, elle aurait murmuré « Celui-là m'a presque brisé ». Et bien que l'acte lui-même puisse sembler scandaleux, les raisons de Bankhead étaient étrangement tendres. Elle a dit un jour à un ami « Je ne garde pas de photographie, je garde les sentiments. On ne peut pas encadrer un chevalier, mais on peut le ranger. » Des biographes ont suggéré plus tard que cette pratique l'avait peut-être aidé à gérer une série de relations de courte durée et émotionnellement intenses. Une forme d'archivage non pas de la douleur, mais de la connexion, une preuve physique que quelque chose s'est passé et que cela comptait. Et juste au moment où vous pensez que c'est aussi étrange que possible, est arrivée une femme qui a fait de ses sous-vêtements non seulement un souvenir, mais une scène de pouvoir même lorsque personne ne pouvait les voir. Mae West n'a jamais joué petit. Elle était audacieuse quand les autres étaient prudents, impénitente quand il était encore dangereux de l'être. Mais ce que la plupart des gens n'ont jamais réalisé, c'est que son pouvoir ne venait pas de sa voix ou de sa démarche. Il venait de ce qu'elle portait dessous de tout, littéralement. Mae West avait une obsession profonde et inébranlable pour la lingerie. Pour elle, ce n'était pas seulement un vêtement, c'était une armure,
Elle a dit un jour qu'elle ne pouvait pas jouer pleinement à moins de porter les sous-vêtements exacts qu'elle avait choisis, qu'ils soient visibles ou non. Sur le plateau, elle arrêtait la production jusqu'à ce que ses préférences soient satisfaites. Corset, jarretière, dentelle, chaque couche comptait. Elle croyait que certains tissus lui donnaient de la présence. Chunk 6, sans eux, elle se sentait diminuée. Ses costumiers parlaient souvent de la précision de ses demandes. Pas seulement la taille et la couleur, mais le matériau, les coutures et même le son du tissu lorsqu'elle bougeait. « Il doit murmurer », a-t-elle dit d'un jour à un assistant de garde-robe. « Pas bruire, murmurer ». Mais l'obsession ne s'est pas arrêtée à la préférence personnelle. Mae West est allée jusqu'à vendre aux enchères sa propre lingerie, usagée, souvent autographiée et toujours stylisée à la perfection. Les fans ont payé grassement, enchérissant parfois des milliers pour un seul article. C'était plus que des souvenirs, c'était un accès à son mystère et elle savait exactement ce qu'elle faisait. West comprenait que sa personnalité publique était construite non seulement sur des sous-entendus, mais aussi sur des symboles. Un jupon, un corset, une jarretelle, c'était des extensions de sa voix, de son regard, de sa présence. Posséder sa lingerie signifiait posséder un morceau de son pouvoir et elle aimait cette idée. Privée, elle parlait de la lingerie comme étant transformatrice. Elle gardait des dizaines d'ensembles rangés dans des tiroirs doublés de velours, chacun classé par humeur. « Celui-ci est pour le danger », a-t-elle dit d'un ensemble satin rouge. « Celui-ci est pour la malice ». Elle était connue pour porter des pièces spécifiques, écrivant, répétant ou négociant des contrats, croyant qu'elle lui donnait un avantage. Cela peut sembler théâtral, voire excentrique, mais pour Mae West, c'était du sérieux. Dans un monde qui tentait de contrôler le corps des femmes, elle utilisait la soie et la dentelle pour reprendre le contrôle tranquillement, stratégiquement, sensuellement. Et pourtant, la fixation de la prochaine star ne portait pas sur ce qu'elle portait. Il s'agissait de ce qu'elle devait porter, sinon elle ne pouvait pas devenir elle-même du tout. Bette Davis avait un regard qui pouvait trancher le silence. Ses personnages étaient souvent vifs, provocateurs et inoubliables, mais derrière cette intensité cinématographique se cachait quelque chose de fragile, quelque chose qu'elle ne révélait qu'à travers une fixation particulière et profondément personnelle. Elle ne pouvait pas jouer sans le bon chapeau. Pas n'importe quel chapeau, le bon pour chaque rôle, chaque scène. Davis insistait sur un couvre-chef spécifique qui complétait son sentiment d'identité. Il ne s'agissait pas de style ou d'apparence, il s'agissait de présence. Sans cela, elle affirmait se sentir inachevée comme si elle jouait quelqu'un d'autre, faisant semblant d'être le personnage. Cet attachement a commencé au début de sa carrière, lorsqu'un costumier lui a apporté un chapeau de feutre qui lui a fait sentir, selon ses propres termes, plus moi-même que je ne l'avais jamais été auparavant. À partir de ce moment, les chapeaux sont devenus plus que des accessoires. Ils sont devenus des points d'ancrage émotionnel. Chunk 7. Les réalisateurs se sont souvent heurtés à elle à propos de cette habitude. Certains y voyaient un comportement difficile, d'autres y voyaient du génie. Elle retardait la production si le chapeau ne lui convenait pas, même si personne d'autre ne comprenait la différence. Parfois, elle apportait les siens d'une collection privée croissante qui se comptait par centaines. Pour Davis, les chapeaux n'étaient pas des accessoires, c'était des rituels. Elle a affirmé que le fait de placer un sur sa tête l'aidait à entendre le personnage. Dans une lettre à un ami, elle a écrit « Un chapeau ne se porte pas. Il s'absorbe, il décide de la façon dont je parle, de la façon dont je bouge, de ce que je cache. » Même hors caméra, le lien persistait. Les visiteurs de sa maison ont décrit des murs bordés de chapeaux soigneusement disposés, certains montés comme des portraits. Chacun avait une histoire, l'un était marqué d'une note. Elle a menti pour le protéger. Un autre disait « Celui-ci ne s'est jamais pardonné ». Et dans des moments plus intimes, des amis ont dit que Davis les essayait seuls, répétant des lignes ou se regardant dans des miroirs dans un silence total. Certains l'ont qualifié d'excentrique, d'autres de méthode, mais personne n'a nié que cela fonctionnait. Plus tard dans sa vie, elle a décrit la pratique terme presque spirituel. Certains prient, moi je porte des chapeaux, c'est ainsi que je la trouve, qui qu'elle soit. Mais si Bette Davis a construit ses personnages avec des chapeaux, la prochaine légende a construit sa fantaisie
avec quelque chose de beaucoup plus physique, des bottes qui s'enroulaient autour du passé et refusaient de le lâcher. Errol Flynn était le flibustier du grand écran, un voyou fringant avec une épée à la hanche et un sourire narquois au visage. Mais derrière la bravade, il portait une fixation qui ne s'est jamais tout à fait retrouvée dans les scénarios. Un fétichisme inébranlable pour les bottes victoriennes à lacets. Pas des bottes de cow-boy, pas des bottes d'équitation, des bottes à lacets, du genre qui remontent serrées sur le mollet, souvent portées par les femmes, à la fin des années 1800 et au début des années 1900. Flynn les trouvait irrésistibles et il s'est assuré qu'elles apparaissent sur le plateau, même quand cela n'avait aucun sens. Les costumiers de plusieurs productions ont rappelé le même schéma. Flynn demandait discrètement à ses costards féminines de porter des chaussures spécifiques. Chunk 8, il apportait des photos de référence, parfois de véritables paires vintage. Un costumier de Captain Blood a dit qu'il lui avait montré une botte avec plus de respect que n'importe quel accessoire qu'il ait jamais tenu. Mais il ne s'agissait pas seulement de visuel. Flynn voulait que les bottes soient lacées d'une certaine manière. Il voulait le son qu'elles produisaient sur les planchers de bois. Il demandait aux actrices de s'entraîner à marcher avec pour qu'elles bougent juste comme il faut. Parfois, il ajustait lui-même les lacets avant les prises, affirmant que c'était pour la continuité, bien que la plupart comprenaient mieux. L'obsession l'a suivi hors du plateau. Il était connu pour collectionner les bottes portées pendant le tournage, les qualifiant de souvenirs. Certaines étaient conservées dans sa bibliothèque personnelle, d'autres dans des vitrines. Des amis ont décrit des pièces où l'on pouvait à peine marcher sans voir une paire, soigneusement rangée, polie, conservée, chacune attachée à un nom, un moment, un souvenir. Mais la relation de Flynn avec les bottes allait plus loin que l'apparence. Il aurait cru qu'elle symbolisait la retenue, le contrôle et l'élégance tout à la fois. Il a dit un jour à un journaliste: « Une femme lacée dans ses bottes est à mi-chemin entre le danger et la dévotion. » Des histoires ont ensuite émergé de membres de l'équipe qui ont affirmé que Flynn devenait visiblement plus engagé, plus animé lorsque ses costards portaient les bottes qu'il préférait. Une ambiance calme se levait, sa performance s'aiguisait, son charme revenait et les bottes n'étaient jamais aléatoires. Elles reflétaient sa fantaisie intemporelle, étroitement liée et toujours juste hors de portée. Pourtant, alors que le fétichisme de Flynn devait être porté pour être vu, la prochaine star gardait son secret encore plus près. Rangé sous l'oreiller, enveloppé de métal et scintillant d'une dévotion déplacée. John Harlow était la bombe blonde originale d'Hollywood, radieuse, tragique et infiniment imitée. Sa présence à l'écran était électrique, mais hors écran, elle s'accrochait à quelque chose de beaucoup plus délicat. Pas une personne, pas une habitude, mais une obsession scintillante pour les bagues de fiançailles, celles qu'elle ne portait jamais publiques, mais qu'elle gardait cachées sous son oreiller. Harlow a reçu des centaines de cadeaux de fans, mais ce sont les bagues, particuliers les bagues de fiançailles, qui ont retenu son attention. Elle ne se souciait pas de leur valeur, elle les portait rarement, pourtant elle les gardait toutes, rangées dans des boîtes velours à côté de son lit, les faisant tourner chaque nuit comme des jetons rituels. Des amis et des femmes de ménage ont rappelé qu'elle insistait pour dormir avec au moins une sous son oreiller, parfois plus. Elle croyait que les bagues portaient de l'énergie, de la protection, voire de la chance. Pour les étrangers, cela semblait étrange. Chunk 9. Mais pour Harlow, chaque bague représentait quelque chose de rare, l'idée d'être choisi, chéri, courtisé. Ce ne sont pas les demandes mariage qui importaient, c'était le symbolisme, le geste, la fantaisie. Beaucoup de bagues étaient accompagnées de notes manuscrites, des déclarations d'amour d'hommes qu'elle n'avait jamais rencontrées. Elle ne répondait jamais, mais elle ne les jetait jamais non plus. Ses costards plaisantaient, disant qu'elle avait plus de bagues que MGM n'avait de caméras, pourtant elle les traitait avec un respect silencieux. Elle ne les a jamais montrées, ne s'est jamais vantée. Lorsqu'on lui posait des questions sur ses bijoux lors d'interviews, elle redirigeait toujours la question. Les bagues, semblait-il, n'étaient pas destinées au monde. Elles étaient pour elle. Certains pensaient que la collection reflétait un désir plus profond. La vie amoureuse de Harlow était notoirement troublée. La mort de son premier mari, une série de relations ratées et un défilé incessant de rumeurs l'ont rendue méfiante. Mais les bagues lui permettaient de s'accrocher à l'idée de la romance sans la douleur de la réalité. Un confident a affirmé qu'elle leur parlait, murmurant des pensées avant de dormir.
Un autre a dit qu'elle pleurait parfois les tenant, croyant qu'elle contenait les morceaux d'une vie qu'elle n'aurait jamais pleinement. Même des décennies plus tard, des collectionneurs ont trouvé des bagues dans sa succession avec des étiquettes marquées uniquement par l'émotion, l'espoir, le regret presque. Pour le monde, elle était éblouissante, mais dans les heures calmes sous les draps de satin, elle serrait du métal froid pour ressentir quelque chose de chaud. Et si Jean Harlow gardait ses secrets sous un oreiller, le dernier nom de cette liste a emporté les siens sur sa peau, gravé à jamais mais vu seulement par les quelques personnes qui elle avait le plus confiance.